Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Foot US, un début de saison idéal pour les Templiers. Les élans courtois se sont imposés 14-13 face aux pionniers de Touraine dans les toutes dernières minutes. Le résumé du match dans ce magazine. Rugby, Versailles a pris une sérieuse option sur la montée en fin de saison. Les Versaillais se sont imposés face au deuxième du classement Montesson et s'envolent au classement. Les détails dans quelques instants. Cyclisme, le parcours du Paris-Nice 2019 a été dévoilé. Cette année, le peloton s'élancera le 10 mars de Saint-Jean-en-Laye. La seconde étape passera quant à elle par le village des Brévières dans le sud des Yvelines. Reportage à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du football américain. Les Templiers d'Elancourt ont dû s'employer ce samedi pour remporter leur première victoire de la saison dans le championnat de 2e division. Ils ont réussi à battre les pionniers de Touraine à domicile dans les toutes dernières minutes. Des images de Grégory Canalé et Xavier Jalin pour le montage. Le mental les gars. Psychologiquement, on doit être au-dessus. Putain, on vient de la D1. Vous connaissez l'historique du club. Let's go. Faut élever tout ça là. Reprise compliquée pour les Templiers dans le championnat de 2e division, dominés en début de match sur leur terrain par les pionniers de Touraine. Les élans courtois craquent une première fois dans le deuxième quart-temps et sont menés 6-0 à la mi-temps du match. Premier match de saison, on ne connaît pas l'équipe en face, on n'a pas eu le temps de les voir, voir leur playbook, on n'a rien vu de la saison, donc forcément le temps d'adaptation, on a un jeune QB, donc forcément il fallait qu'il prenne ses marques. En deuxième période, les élans courtois reviennent à hauteur des pionniers avec ce touchdown dans le troisième quart-temps, avant que la défense saint-quentinoise ne cède une nouvelle fois quelques minutes plus tard. Finalement, les Templiers l'emportent 14-13 dans le Money Time sur l'une des dernières actions du match. La victoire est toujours méritée. On s'est battu pour aller la chercher. On était mené tout le match, on est parti le chercher sur le dernier drive. Et au final, on a juste marqué un point de plus que les autres, ce qu'il fallait faire. Victoire méritée, parce que de toute façon, une victoire, c'est bon à prendre. Après, la manière n'est pas forcément là, mais on prend. Avec cette victoire sur le fil, les Templiers pointent à la 2e place du championnat. Les footballeurs se déplaceront sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte ce samedi 19 janvier. Résultat positif à l'extérieur pourrait leur permettre de croire en leur objectif, un titre de champion de 2e division en fin de saison. On ne jouait pas que sur les terrains de football américain ce week-end, il y avait également du rugby. Dans le championnat honneur, Versailles a pris une sérieuse option sur la montée en s'imposant contre son dauphin à Montesson. Des images de Manon Varaldo, un montage de Xavier Jalin. Rien n'arrête Versailles, les hommes de la Cité Royale ont remporté une 10e victoire consécutive ce dimanche 13 janvier. Leur victime du jour, Montesson, 2e du classement. Les Versaillais l'ont emporté 16-5, mais cette fois-ci sans la manière. Je dirais que c'était très haché, donc il n'y a pas eu. C'était dur, oui. C'est une équipe en face qui est assez accrocheuse, donc on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Après, on n'a pas non plus été trop mis en difficulté en défense, donc voilà, il faut se satisfaire de cette victoire et de les éloigner du bonus défensif. Avec cette victoire, les Versaillais comptent 12 unités d'avance sur leur dauphin Montesson après 10 journées disputées. Même si la montée en Fédéral 3 semble se dessiner pour Versailles, le staff veut continuer à engranger des points. Les objectifs sont clairs, c'est-à-dire que nous, on ne veut rien lâcher. On va essayer de gagner tous nos matchs comme on le fait tous les week-ends. Le but va être aussi d'intégrer pas mal de joueurs, comme on l'a fait avec des rotations, pour que tout le monde puisse goûter la belle aventure. Et bien évidemment, on va essayer d'aller le plus loin possible après. Pour continuer sa série d'invincibilité, Versailles se rendra sur le terrain de Gif-sur-Yvette, le 8e du classement, le dimanche 20 janvier. Toujours en division honneur, mais cette fois-ci dans la poule 2, le Sky Rugby continue sa marche en avant. Les Saint-Quentinois se sont imposés 34-23 à domicile ce dimanche face au Rugby Meulan-Combes-Sénart. Au classement, les hommes de Thomas Payen sont 7e avec 20 points engrangés depuis le début de la saison. Dans le championnat de promotion honneur, Montigny-le-Bretonneux commence son année 2019 par une victoire. Les Igny-Montins se sont imposés 59-0 à domicile ce dimanche. Une victoire qui leur permet d'occuper le haut du classement avec 35 points. L'objectif monté semble réalisable cette saison. 3 divisions plus haut dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir commence également l'année de la plus belle des manières. Les Plaisirons ont dominé Gennevillois sur le score de 28-12. Au classement, les joueurs de Sébastien Roncallier remontent à la 8e place du championnat avec cette 4e victoire engrangée après 12 journées à disputer.
On ouvre maintenant une page handball dans ce magazine. Montigny-le Bretonneux est actuellement à la 7e place de National 2 après 9 journées disputées. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le président Christophe Reding, l'entraîneur Denis Cholet, ainsi que la nouvelle joueuse de l'équipe Nina Jericek. J'ai bien réussi à le dire, Nina? Jericek. Jericek. Alors, on va tout d'abord revenir sur le match de ce week-end. Vous avez gagné 36-24 contre Lisieux. Christophe, une réaction? Alors déjà content parce qu'en fait en termes de championnat pour nous en fait c'est une bonne chose. Les victoires c'est toujours bon pour le public, c'est bon pour nos supporters, c'est bon pour nos partenaires. Il est très bon d'encourager une équipe qui gagne et en fait c'est les vœux du club, donc en tout cas que ça continue en ce sens-là, mais je pense que aussi bien Nina que Denis Cholet pourront en fait vous en parler librement. Denis Cholet, oui. Comment analysez-vous ce match? Écoutez, une très belle reprise parce que nous avons travaillé durement avec l'arrivée de Nina. On a commencé à retravailler, tout début janvier, des choses, un travail collectif que l'on a vu sur le terrain dès samedi. Donc ça, c'est très encourageant parce que les joueurs se sont appliqués. C'est vrai que Lisieux n'était pas bien classé. Lisieux, la dernière équipe du championnat. Avant-dernière, oui, mais c'est surtout la façon de jouer de Montigny qui m'a vraiment fait plaisir. Tout ce que l'on a vu à l'entraînement a été réalisé pendant le match. Une application de toutes, et ça c'est très important pour la suite du championnat parce que les joueurs se sentent impliqués sur un projet, et ça c'est important. Nina, il ne faut pas s'enflammer après une victoire comme celle-là? Moi, je suis très satisfait avec l'investissement et motivation, combat. Et je dis aux filles, si on va continuer comme ça, on ne doit pas avoir peur d'aucune équipe. Je crois qu'on est capable de battre tout le monde. Cette équipe a énormément de potentiel. Il leur manque peut-être juste culture de la gagne. Il faut qu'elle commence de croire en eux. Et je pense qu'on peut gagner tout le monde. C'était votre premier match avec Montigny-Bretonneux. Comment vous êtes senti sur le terrain? Je me suis senti bien. Je voulais que déjà ces premiers matchs, on montre l'envie, la motivation et ce qu'on a fait. Et je pense que je me suis bien adapté par rapport un peu des entraînements que je fais avec l'équipe. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais je pense que premier mi-temps déjà était vraiment pas loin de perfection. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont vu, vous avez un plâtre depuis ce week-end. Oui. Qu'est-ce que vous êtes fait? En fait, déjà, je fais une fracture de main déjà la première attaque. Et puis, comme c'est dans ma nature de ne pas abandonner, j'ai continué. Et c'est vrai que j'ai eu mal, mais comme je voulais juste gagner le match, voilà, donc j'ai continué. Je me suis dit, ok, je suis pas bon en précision, donc je vais aider à mes coéquipières, je vais plus distribuer le jeu et voilà, comme ça, j'ai joué tout le match. Christophe Reding, une réaction par rapport à cette blessure dissimulée pendant le match? Alors en fait, on se fait vœu de malchance sur un premier match, car Nina en fait apporte beaucoup sur le groupe, comme l'a pu le dire Denis. Non pas que en fait ça va vite, ça joue bien, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est aussi la culture du championnat de compétition de haut niveau, et en fait elle a cette notion motrice en fait d'apporter à tous en fait ces notions-là. Et bien qu'elle est blessée pendant quelques temps, en tout cas, elle sera toujours un moteur avec les autres derrière. Et au sein du club de Montigny, avec le soutien de la ville de Montigny, on a pour vocation en fait de conserver ce talent vers nous. C'est pour ça que vous l'avez recruté également pour cet état d'esprit? Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, ça en fait partie clairement. Alors, vous n'aviez pas joué en compétition depuis le 24 novembre contre Rouen. Oui. Est-ce que ça ne faisait pas trop long, finalement? Si, c'était très long. Mais d'un autre côté... Ça a perturbé les joueuses? Pas trop, non, parce que j'avais quand même des petites blessures à droite à gauche qui commençaient à arriver. Et je pense que cette trêve, même si elle était un petit peu longue suite au championnat d'Europe féminin, était la bienvenue.
Donc j'ai mis beaucoup de joueuses au repos, on a continué à travailler un petit peu plus sur du foncier, du cardio, etc. On a laissé un petit peu tomber entre guillemets le handball que l'on a repris tout début janvier. Mais je pense que c'était nécessaire parce que les joueuses ont eu un rythme depuis le mois d'août de travail important et se sont beaucoup investies. Donc c'était, j'allais dire, un petit peu une trêve de bienvenue pour nous. Et comment se sentent les joueuses justement physiquement ? Ah ben écoutez, physiquement elles sont en pleine forme, hein, vu le match que l'on a produit samedi, et puis surtout très motivées parce que comme le disait Christophe, l'arrivée de Nina leur a fait pousser un peu les ailes, et puis c'est vrai que c'est quand même une joueuse professionnelle, même si elle a arrêté sa carrière internationale il y a quelque temps, mais dans l'état d'esprit, dans sa façon de se préparer, dans sa façon d'être. En dehors et sur le terrain, c'est une vraie professionnelle. Ça fait voir à nos joueuses formées au club le niveau qu'elles doivent atteindre, et donc c'est très important pour tout le monde. Alors il vous reste à peu près la moitié du championnat. Est-ce qu'avec Nina ça change la donne, Christophe Renning? Même si Nina, on aura pour un mois, je crois, de rééducation avant de revenir sur les terrains. Je vais être avec l'équipe. J'ai envie qu'on travaille ensemble. Je vois des choses qu'on peut corriger. Comme je dis, on peut faire mieux. Et je vais essayer, je sais le besoin de rapporter maintenant mes connaissances et mes expériences sur les autres choses. Christophe ? En fait, oui, c'est totalement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le groupe trouve une motivation supplémentaire. Cette envie d'aller au-delà depuis en fait un mois et demi où on a pu constater les entraînements communs depuis avec Nina, c'est qu'elle a cette force en fait de leur apporter ça en plus. Donc et ça se suit bien et on voit que même si on a vu sur le dernier match où l'équipe adverse a voulu à un moment donné la prendre tout de suite en prise de street, une défense individuelle. Ça n'a pas marché parce que les autres derrière ont cette motivation et arrivent à corriger en fait des petites erreurs techniques qui permettent en fait d'aller au-delà. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite évidemment de terminer le plus haut possible dans ce championnat. Et avec Nina, peut-être que ça sera possible. Merci beaucoup. Du basket, à présent, Trappes a engrangé ce week-end sa 8e victoire de la saison. Les Trappis se sont imposés ce samedi soir sur le terrain de Séguinière-Saint-Louis. Le score 93-81. Cette victoire permet aux Yvelinois de se retrouver à la 2e place du championnat après 12 journées disputées. On continue par du cyclisme. La présentation officielle du parcours du Paris-Nice s'est déroulée ce mercredi à l'hôtel du département à Versailles. La course au soleil partira le 10 mars de Saint-Germain-en-Laye. Le lendemain, le peloton s'élancera des Brévières dans le sud des Yvelines. Mélanie Poquet pour les images, Xavier Jalin pour le montage. Un mariage qui dure depuis 10 ans, le Paris-Nice partira une nouvelle fois depuis les Yvelines. Après Chatou l'année dernière, Saint-Germain-en-Laye a été retenu comme ville départ de cette 77e édition. Les coureurs partiront le dimanche 10 mars du parc du Château pour une grande boucle de 138,5 km à travers les Yvelines en passant notamment par Thoiry, Montfort-l'Amaury ou encore Poissy. Pourquoi Saint-Germain ? Parce que Saint-Germain, c'est prestigieux, parce que Saint-Germain, c'est le château, parce que Saint-Germain, il y a des perspectives formidables aussi pour la transmission de la télé, et parce qu'on avait été super bien accueillis en 2013 lors d'un précédent départ de Paris-Nice. À Saint-Germain-en-Laye, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, il y a énormément de pratiques sportives, et donc c'est important effectivement de montrer que c'est une étape qui est populaire, le vélo c'est très populaire. Le lundi 11 mars à 12h35, le peloton s'élancera des Brévières pour une étape de 163,5 km. La petite commune de 1300 habitants située dans le sud des Yvelines deviendra la 17e ville du département à accueillir l'épreuve. C'est un événement historique, à la fois pour les Brévières et pour moi personnellement. On va voir toutes les écoles voisines qui vont venir participer avec des départs en vélo, donc, et puis toutes les communes voisines. Il y a Saint-Germain, cité royale, célèbre, son château, et puis il y a de l'autre côté les Brévières, la plus petite commune de Paris-Nice 2019. On en est ravis. Les compétitions cyclistes, c'est ça. Ce sont des grandes villes, des villes moyennes et des petites communes. Les 1300 habitants des Brévières pourront notamment voir en action 23 équipes cyclistes et notamment des stars de la discipline comme le Colombien Nairo Quintana ou les Français Romain Bardet ou Arnaud Desmar. 2 étapes de ce Paris-Nice 2019 passeront donc par les Yvelines au mois de mars. Retour sur le tracé des étapes yvelinoises avec l'un des organisateurs, François Lemarchand. À mes côtés, François Lemarchand, le responsable du tracé de ce Paris-Nice 2019.
Alors, qu'est-ce qui va être la spécificité de ce Paris-Nice 2019, surtout dans les Yvelines ? Eh bien, vous savez qu'à chaque fois, depuis 2 ans, les 2 dernières années, on a eu une première étape assez disputée dans les Yvelines, hein, souvenons-nous Bois d'Arcy, il y a 2 ans, avec les conditions atmosphériques qui étaient dantesques, mais une course magnifique. Bien l'an prochain, on espère du soleil, bien évidemment, mais un parcours en vallée de Chevreuse, un peu plus à l'ouest du département, sur des routes qu'on n'a pas encore emprunté sur Paris-Nice, des routes nouvelles. J'espère que cette fois-ci, avec une belle arrivée quand même à Saint-Germain-en-Laye, avenue des Loges, avec une longue ligne droite pour finir, je pense qu'on se dirigera quand même davantage vers une arrivée au sprint sur cette première étape. Une première étape, mais pas de prologue cette année. Non, pas de prologue, on a abandonné l'idée du prologue. C'est vrai que pour Paris-Nice, l'habitude c'était de faire un prologue. Un prologue, c'est quelque part une présentation des coureurs, mais on préfère d'entrée de jeu mettre les coureurs sur la même ligne de départ, et le premier qui remporte la course porte le maillot, donc c'est quelque chose qui est bien aussi. Contrairement au prologue, où là le prologue, des écarts peuvent être établis, et le porteur du maillot risque d'emmener le maillot 2, 3, voire 4 jours plus loin, tandis que là ça peut changer dès le lendemain, donc pour nous c'est plus intéressant. Cette première étape à Saint-Germain-en-Laye, ça sera pour quel type de coureur ? Ce sera pour les sprinteurs. Pour les sprinteurs, parce que comme je disais tout à l'heure, les 2 dernières années, il y a eu un lot de surprises sur les premières étapes. Je pense que l'an prochain, les équipes de sprinteurs ne vont pas se faire piéger, même s'il y a du vent, même s'il y a tout ça, du mauvais temps. Je pense que tout le monde va faire en sorte que ça arrive au sprint. Il ne faut pas oublier qu'on a un très beau plateau de sprinteurs. Donc les sprinteurs, quand ils se déplacent, c'est pour gagner, c'est pas pour laisser partir des échappés. Donc une belle arrivée au sprint, et ça serait royal déjà à Saint-Germain-en-Laye. Le lendemain, ça sera dès Brévières que le peloton s'élancera. Encore une petite commune dans les Yvelines qui sera mise à l'honneur. Toujours les petites communes, c'est ça l'avantage du cyclisme, c'est qu'on amène les champions vers les petites communes. 1300 habitants, 1300 je le rappelle. Habitants, on n'est pas dans un stade. Hein, les champions sont dans les stades, dans les grandes villes, mais là, l'avantage du vélo, c'est qu'on peut se déplacer, donc les gens peuvent voir les champions. Donc les Brévières, oui, je connais parce que je me suis souvent entraîné par là-bas, et c'est des routes très sympathiques pour aller faire du vélo. Et là, il y aura donc un départ de Paris-Nice, on partira par les Vaux de Cernay, ensuite par la côte de Senlis, et on quittera le département à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Paris-Nice 2019 ? Du soleil. Mais il y aura du soleil, on sera le dimanche. Pas beaucoup dans les Yvelines. Si, il y en a eu quand même. Non, il y en a eu. Mais vous savez, quand il pleut, quand il y a du mauvais temps, c'est là qu'il y a des plus belles courses. Donc quelque part, nous, s'il pleut, c'est comme ça, et on aura une belle course quand même. Merci beaucoup. Le Paris-Nice dans les Yvelines, ce sera le dimanche 10 mars et le lundi 11 mars. On continue à parler de cyclisme, mais cette fois-ci sur piste. La Fédération française a dévoilé sa sélection sprint pour la 5e manche de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Une liste où figurent notamment le Plaisérois Michael Delmeda ainsi que Quentin Lafargue, le pistard du Vélo Club d'Elancourt 50 ans en Yvelines. Les 2 sportifs qui s'entraînent au Vélodrome national participeront à des épreuves de vitesse à Cambridge du 18 au 20 octobre et tenteront évidemment de décrocher des médailles. Ils sont actuellement en stage à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Un mot de golf. Un peu plus de 100 jours après la Ryder Cup 2018, le golf national de 50 ans en Yvelines a repris un rythme de croisière plus traditionnel. Cette année, la structure doit tout de même faire face à une augmentation du nombre de pratiquants sur ses greens. Le golf organisera également en octobre 2019 la 103e édition de l'Open de France. Nous avons pu rencontrer son directeur Paul Hermitage. Entretien. Après une année 2018 exceptionnelle, quel sera l'avenir du golf national de 50 ans en Yvelines en 2019 ? Pour répondre à cette question, j'ai à côté de moi le directeur du golf national de 50 ans en Yvelines, Paul Hermitage. Meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux. Alors quel sera l'avenir du coup de ce golf pour 2019 ? Alors, est-ce qu'on sera dans le blues ou est-ce que justement il y aura quand même des belles activités en 2019 ? C'est déjà passé, c'était difficile, octobre, novembre, c'était un peu tristouné, les derniers camions sont partis vers le 20 novembre, mais depuis, non, on a bien fait notre deuil et tout va bien, je vous rassure. Non, 2019 va être une année un peu plus calme, c'est vrai, mais on en a besoin, on en a grandement besoin, on sent une demande accrue pour venir fouler les fairways des légendes, on va dire comme ça. Donc on a une demande forte des joueurs, on a un programme, un calendrier d'animation assez fourni déjà.
Et puis des commandes, des tours opérateurs, et puis des gens qui ont vu, qui ont adoré à la télévision, qui vont venir visiter. Donc on va s'occuper plutôt de nos clients, de nos amis, de nos abonnés en 2019 avant d'attaquer à de nouveaux projets. Vous avez des réservations en France ou à l'étranger ? Les deux. La France, surtout des événements, je dirais, organisés par des agences. Le programme de Paris va revenir ici. Ça, c'est une annonce après beaucoup d'années d'absence, d'ailleurs. Donc, on est très contents, très fiers. Et puis, à l'international, nos carnets de commandes sont déjà bien remplis. Et du coup, il y a également l'Open de France qui se déroule ici chaque année. Est-ce que cette année, le déplacement de la date de fin juin à octobre va avoir des conséquences ici sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors, il y a eu beaucoup de discussions et de débats autour de cette nouvelle date. Moi, je peux vous garantir d'un point de vue du golf national qu'on l'accueille avec beaucoup d'optimisme parce que octobre, c'est pas une si mauvaise date pour ça, déjà. C'est pas une mauvaise date pour la météo ? Non. On peut avoir une très très belle arrière-saison. Regardez la Ryder Cup cette année, le temps magnifique, c'était fin septembre, début octobre. Donc on n'est que 15 jours après ça, mais surtout pour le golf national, ce qui est positif, c'est qu'on retrouve un mois de juin plein et on retrouve un mois de septembre plein sur notre calendrier, ce qui nous permet de travailler encore plus sereinement. Donc ça, pour les golfeurs, déjà, c'est hyper positif. Pour l'activité économique du golf national, c'est très important également d'avoir cette bouffée d'oxygène. Et maintenant, pour l'Open, non, je pense que la date peut être très bien parce que c'est juste avant la fin de la saison, donc il va avoir quelques enjeux quand même. Il va y avoir des bons joueurs, à votre avis ? Oui, je pense qu'on va vers quelque chose, un compromis actuel oui, on va essayer d'embellir le plateau de joueurs, on va le dire comme ça, on va essayer d'embellir le plateau de joueurs pour compenser ce changement de date. Et vous pensez que les joueurs vont suivre également après cette Ryder Cup qui s'est déroulée d'une façon merveilleuse ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui, je pense qu'il y aura déjà un côté... Le parcours a fait ses preuves en tout cas. Absolument, je pense qu'il y aura déjà un côté souvenir, pèlerinage même, on peut presque dire. Donc mais je suis tout à fait optimiste qu'on retrouve 3 ou 4 joueurs de l'équipe européenne. Cette nouvelle date, est-ce que ça va influencer peut-être sur le nombre de pratiquants peut-être ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Il y aura peut-être un peu plus de pratiquants ? Alors, sur les périodes de juin notamment et juillet qui sont les périodes fortes pour le golf. On espère, nous les deux, si vous demandez à nos collègues dans les différents golfs autour, dans les Yvelines, si vous demandez les mois les plus forts, c'est juin et septembre. Donc pour nous, c'est franchement une bonne nouvelle. Septembre, on ne l'avait pas cette année, mais on avait la Ryder et on ne le regrette pas, bien au contraire. Et puis l'Open de France a toujours été le dernier week-end de juin. Et comme on ferme 10 à 15 jours avant, on a toujours perdu la moitié du mois de juin. Et justement la moitié où c'est la fin de la période scolaire, où les gens ils ont un peu plus de temps, les vacances approchent, ça sent bon. Donc on a toujours manqué un petit peu nous d'activité. Une autre personne qui a vécu une année 2018 exceptionnelle, c'est Alejandro Reyes, le superintendant du parcours, qui est également sur la Ryder Cup 2018. Qu'en est-il de l'avenir d'Alejandro Reyes ? Oui, c'est une bonne question. Alejandro est jeune, il est doué. Un voyage avec lui fantastique depuis 4-5 ans. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que on est garanti de l'avoir à nos côtés pendant encore 3 ans, puisqu'on a signé un contrat avec Alejandro Reyes pour qu'il garde un œil et tout son talent sur l'Albatros, l'Aigle et l'Oiselay. Donc, il est consultant pour les 3 parcours, tout le site. Mais sur un contrat justement de consulting. Donc on va avoir à peu près un tiers de son temps et il va voguer à d'autres vocations avec d'autres golfs et on lui souhaite beaucoup de succès, autant de succès qu'il nous a apporté ici au Golf National en tout cas. Une bonne nouvelle peut en cacher une autre, c'est que ça nous a permis de promouvoir son assistant. Donc son numéro 2 qui a travaillé... Qui s'appelle ?
Lucas Pierret, qui a travaillé dans l'ombre, je dirais, d'Alejandro, mais qui est jeune, qui a moins de 30 ans, qui a la niaque, on va dire, de faire aussi bien qu'Alejandro, avec le soutien d'Alejandro. Donc moi je dirais que c'est une très très bonne nouvelle pour nous tous ici. Garder cette proximité avec Alejandro et aussi avoir un nouveau talent à découvrir. Dernière question, est-ce que 2019 prépare déjà 2024, les Jeux Olympiques qui se dérouleront ici, au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines? Clairement, on y pense beaucoup. Quel format de jeu, comment ça va s'organiser. Mais je pense qu'on a une petite échéance avant ou deux. C'est premièrement, je pense qu'on verra plus clair après les Jeux Olympiques du Japon et comment se déroule le golf là-bas, avant de projeter comment ça peut vraiment être ici. La direction du COJO était ici pour la Ryder Cup, ça leur a vachement plu ce qu'ils ont vu, donc je pense que ça leur a amené de nouvelles idées, d'autres idées, donc la donne peut changer encore, mais c'est sûr que les JO, le golf sera ici. Entre-temps, on a les championnats du monde, Championnat du monde amateur 2022, 1994, vous n'étiez pas encore né, mais Tiger Woods a gagné ici. Donc on va découvrir d'autres champions, on va être sur un plan planétaire bien avant les JO. Merci beaucoup Paul Hermitage, encore une bonne année 2019, Merci. On vous le souhaite en tout cas. Et à TV Phil aussi. Merci beaucoup. Merci. Le directeur du Golf National, Paul Hermitage, était mardi dernier au vœu de Guyancourt. Il a reçu à cette occasion la médaille de la ville des mains du maire de la commune, Marie-Christine Le Tarnec. Une distinction pour le remercier du travail accompli pendant l'organisation de la Ryder Cup 2018. On écoute sa réaction, il était au micro d'Aurélie Ronze. Agréablement surpris, très honoré. C'est vrai que moi je faisais mon job entre guillemets, donc ce n'est pas du bénévolat et au cœur d'une action de charité ou d'associatif. Donc plutôt sympa de savoir que ce qu'on a fait a un impact positif pour la vie. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV 78.